À 07h42, le 27 mai 1940, le capitaine Jack Churchill était accroupi derrière un mur de pierre, en ruine, près du village français de Lepinay, observant 5 soldats allemands avancer à travers la brume matinale vers sa position. 33 ans, 14 ans depuis Sandhurst 0, mise hors de combat confirmée. La Wehrmacht avait déjà écrasé la Pologne en 36 jours. Maintenant, ces panzers déchiraient la France à raison de 40 km par jour, et toute la force expéditionnaire britannique courait vers la mer. La compagnie de Churchill avait perdu 11 hommes durant les 72 dernières heures. Les Allemands, avec de meilleurs chars, de meilleurs avions, une meilleure coordination. Les soldats britanniques mouraient par centaines le long de chaque route menant à Dunkerque. La retraite était devenue une déroute. Les officiers brûlèrent des documents classifiés dans les fossés. Les sergents enterraient le matériel qu'ils ne pouvaient pas emporter. Les simples soldats jetaient leurs fusils pour courir plus vite vers la côte. Mais Jack Churchill ne courait pas. Il portait un longbow anglais de 6 pieds, avec une puissance de 70 livres et une portée efficace de 200 yards entre les mains d'un archer expert. Et Churchill était un expert. Il avait représenté la Grande-Bretagne aux championnats du monde de tir à l'arc à Oslo 11 mois plus tôt. 26e sur 63 compétiteurs venant de 14 nations. Pas un champion, mais suffisamment bon pour transpercer une carte à jouer à 50 yards. Suffisamment bon pour tuer un homme avant que celui-ci n'entende le tir. La patrouille allemande n'était plus qu'à 30 yards, assez près. Churchill pouvait voir le sergent qui les menait un vétéran à en juger par ses mouvements prudents. Probablement un homme ayant combattu en Pologne. Le sergent scrutait les haies, vérifiait les fenêtres cherchant les menaces habituelles, fusils, mitrailleuses, grenades. Il ne pensa jamais à chercher une arme médiévale. Churchill tira la corde jusqu'à son oreille. L'arc gémit sous la tension. Ses doigts trouvèrent la position d'ancrage familière, la même qu'il avait utilisée 10 000 fois à l'entraînement. Il avait fait ce tir d'innombrables fois sur des cibles, jamais sur un être humain. La flèche partit. Le sergent allemand s'effondra sans un son, la hampe profondément enfoncée dans sa poitrine. Ce fut la première mise hors de combat confirmée au longbow dans une guerre européenne depuis le XVIIe siècle. Ce serait la dernière de toute la Seconde Guerre mondiale. Et cela arriva parce qu'un officier britannique refusa d'accepter que la guerre moderne ait rendu les armes anciennes obsolètes. L'armée britannique ne savait pas quoi faire de Jack Churchill. Il était diplômé du Royal Military College de Sandhurst en 1926 et avait servi avec le régiment de Manchester en Birmanie. Il avait passé une décennie à devenir un officier d'infanterie conventionnel. Puis il avait quitté l'armée en 1936 parce que la vie militaire, en temps de paix, l'ennuyait à mourir. Il avait travaillé comme rédacteur de journal à Nairobi, au Kenya. Il était apparu au cinéma comme archer et joueur de cornemuse, notamment dans un petit rôle, dans The Thief of Baghdad. Il avait traversé la Birmanie et l'Inde, à moto, sur 1500 kilomètres, s'écrasant une fois contre un buffle d'eau sur une route rurale. Quand la guerre éclata en septembre 1939, Churchill rejoignit immédiatement son régiment, mais pas comme un officier ordinaire. Il apporta son longbow, la même arme qu'il utilisait en compétition internationale. Il apporta son épée écossaise, une Claymore à garde, en panier, du type que ses ancêtres portaient au combat des siècles plus tôt. Et il apporta un ensemble de cornemuses des Highlands qu'il avait appris à jouer durant ses années en Birmanie. Ses camarades officiers le considéraient au mieux
comme excentrique au pire, comme mentalement instable. Ses supérieurs le voyaient comme un risque. Le War Office n'avait aucune réglementation concernant les officiers souhaitant emporter des armes médiévales au combat contre des divisions de panzers armés de canons de 80 mm. Churchill se moquait bien de ce qu'il pensait. Il avait étudié l'histoire militaire en profondeur. Il savait que les fusils modernes étaient plus précis que les longs arcs à longue distance. Il savait qu'un Mauser pouvait tirer 15 coups par minute, alors qu'un longbow pouvait en décocher 10. Mais il savait aussi quelque chose que les stratèges de Londres avaient oublié au combat rapproché dans le chaos d'une embuscade dans la terreur du corps à corps. La guerre psychologique comptait, autant que la puissance de feu brut. Un homme chargeant avec une épée large et un cri de guerre écossais était plus terrifiant qu'un homme pointant un fusil depuis un couvert. Et un homme capable de vous tuer silencieusement d'une flèche, avant que vous ne sachiez qu'il est là, avait un avantage qu'aucune technologie moderne ne pouvait égaler. La force expéditionnaire britannique évacua 338 000 soldats des plages de Dunkerque entre le 26 mai et le 4 juin 1940. La plupart laissèrent derrière eux leurs armes, leurs véhicules, leur équipement, leur fierté. Ils rentrèrent vaincus, épuisés, s'attendant à une invasion allemande dans les semaines à venir. Jack Churchill rentra avec son arc, son épée et ses cornemuses. Il avait couvert la retraite de sa compagnie. Il avait tué des soldats ennemis avec des armes qui auraient dû être dans un musée, et il ne faisait que commencer. Si vous voulez voir comment l'arsenal médiéval de Churchill s'est comporté face aux forces d'élite de la Wehrmacht, merci d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment à partager ces histoires oubliées avec davantage de personnes. Abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. Revenons à Churchill. Quelques semaines après son retour de Dunkerque, Churchill se porta volontaire pour une nouvelle unité que le War Office formait secrètement. Ils se nommèrent les Commandos. L'entraînement serait plus brutal que tout ce que l'armée britannique avait jamais tenté. Les missions seraient des raids suicidaires dans les territoires occupés par les nazis. Les taux de perte s'annonçaient catastrophiques. Churchill demanda la permission d'apporter son épée et son arc en opération. Les commandos dirent oui. En décembre 1941, ils mèneraient des hommes sur une plage norvégienne glacée, à l'aube cornemuse, hurlant dans le vent arctique, épée levée au-dessus de sa tête, prête à prouver que parfois les méthodes les plus anciennes de la guerre étaient encore les plus meurtrières. Les commandos britanniques étaient nés du désespoir. En juin 1940, la Grande-Bretagne se tenait seule contre l'Allemagne nazie. L'armée avait perdu la majorité de son matériel à Dunkerque. Une invasion semblait imminente. Le Premier ministre Winston Churchill exigea une force capable de frapper l'ennemi, ne serait-ce que pour prouver que la Grande-Bretagne combattait toujours. Le concept était simple mais brutal de petites équipes de soldats hautement entraînés mèneraient des raids sur les côtes de l'Europe occupée. Ils détruiraient des installations, tueraient des Allemands, recueilleraient du renseignement et disparaîtraient avant l'arrivée des renforts. Les missions seraient dangereuses. L'entraînement serait pire encore, volontaire uniquement. Jack Churchill se porta volontaire immédiatement. Il rejoignit le numéro 3 Commando, fin 1940, et se jeta, corps et âme, dans le programme d'entraînement. Les commandos s'entraînaient en Écosse, dans les montagnes, autour d'Acknacarry Castle. Ils marchaient 30 km par jour, emportant leur équipement complet. Ils pratiquaient des débarquements amphibies dans une eau glaciale. Ils apprenaient à tuer silencieusement avec des couteaux des garrots et leurs mains nues. Ils tiraient à balles réelles
au-dessus de la tête de leurs camarades pendant les exercices. Les hommes incapables de suivre étaient renvoyés dans leurs unités d'origine, couverts de honte. Churchill excellait dans tout. Il était plus âgé que la plupart des volontaires, mais il était plus fort et plus déterminé. Il pouvait marcher plus longtemps, tirer plus juste et se battre plus durement que des hommes de 10 ans, ses cadets. Et il apportait des compétences qu'aucun autre commando ne possédait. Il pouvait planter une flèche dans une cible à 200 yards. Il pouvait jouer de la cornemuse en marchant au combat. Il maniait la claymore avec l'habileté d'un chevalier médiéval. Les autres commandos ne savaient pas quoi penser de lui au début. Certains croyaient qu'il se donnait en spectacle. D'autres pensaient qu'il était réellement fou. Mais à mesure que l'entraînement avançait, ils commencèrent à comprendre sa logique. Churchill ne portait pas des armes anciennes parce qu'il les croyait supérieures aux armes modernes. Il les portait parce que la guerre ne se résumait pas à tuer. La guerre était psychologie. La guerre était peur. Un soldat allemand face à un fusil savait à quoi s'attendre. Il s'était entraîné contre des fusils, il comprenait la menace. Mais un soldat allemand face à un homme hurlant, brandissant une épée et jouant des cornemuses n'avait été entraîné à rien de tel. Son esprit se figerait une seconde critique en essayant de comprendre ce qu'il voyait, et au combat une seconde d'hésitation signifiait la mort. À l'automne 1941, Churchill avait été promu commandant en second du numéro 3 commando. L'unité avait mené plusieurs petits raids le long de la côte norvégienne, mais rien de significatif. Puis en novembre, l'ordre arriva du quartier général, des opérations combinées. Le numéro 3, commando, mènerait une attaque majeure contre la garnison allemande de Vauxhall, une petite île de la côte norvégienne. L'opération fut baptisée Archerie. La cible avait une importance stratégique majeure. Vauxhall contrôlait l'accès à un réseau de fjords utilisé par les navires allemands pour transporter le minerai de fer suédois. L'île abritait une garnison d'environ 150 soldats allemands, 4 canons côtiers et une batterie anti-aérienne. La ville de South Vauxhall contenait des usines d'huile de poisson que les Allemands utilisaient pour produire de la glycérine destinée aux explosifs. Le plan prévoyait une attaque à l'aube le 27 décembre 1941. Les croiseurs de la Royal Navy bombarderaient les positions allemandes. Les bombardiers de la Royal Air Force fourniraient une couverture aérienne. Puis les commandos débarqueraient simultanément sur plusieurs plages, submergeant les défenseurs avant qu'ils ne puissent s'organiser. Churchill étudia les rapports de renseignement avec obsession. La garnison allemande était bien entraînée et bien équipée. Il disposait de mitrailleuses de mortier et de positions préparées. L'artillerie côtière pouvait couler les péniches de débarquement avant même qu'elles n'atteignent la plage. L'attaque devrait être rapide, violente et écrasante. Il demanda la permission de mener la première vague sur l'île de Moleuil, une petite position fortifiée, gardant l'approche de South Vauxhall. La permission fut accordée. Il demanda ensuite l'autorisation d'emporter son épée et de jouer de la cornemuse pendant l'assaut. La permission fut également accordée, même si plusieurs officiers supérieurs remirent sérieusement en question sa santé mentale. La nuit précédant le raid, Churchill vérifia une dernière fois son équipement. Sa claymore était affûtée. Ses cornemuses étaient accordées. Il avait des grenades, un revolver et une mitraillette Thompson en secours. Mais il avait l'intention de mener la charge avec l'acier et la musique pas avec les balles. Les commandos embarquèrent sur leur navire de transport le jour de Noël 1941. Ils naviguèrent vers le nord, à travers l'obscurité arctique, longeant les côtes de l'Écosse jusqu'à la mer de Norvège.
la température chuta sous zéro. De la glace se forma sur les rambardes du pont. Les hommes se regroupèrent dans leur quartier, vérifiant leurs armes, écrivant des lettres, à la maison tentant de ne pas penser à ce qui les attendait. Churchill passa la traversée, à étudier les cartes et à répéter les signaux avec ses hommes. Il avait 105 commandos sous son commandement direct. Leur objectif était de neutraliser la batterie côtière allemande de Moleuil en moins de 10 minutes après l'atterrissage. S'ils échouaient, toute l'opération s'effondrerait. L'artillerie allemande détruirait les péniches de débarquement. Des centaines de soldats britanniques mourraient dans l'eau glaciale. À 08h45, le 27 décembre 1941, les navires atteignirent leur position de lancement à 12 000 des côtes norvégiennes. Les péniches furent mises à l'eau. Les commandos descendirent les filets de chargement en équipement complet. Churchill prit place à la proue de la péniche de tête cornemuse, en main épée aux côtés. Dans 90 minutes, il serait soit mort, soit légendaire. Les péniches transportant Churchill et ses 111 commandos approchèrent de Moleuil à travers un rideau de fumée. Les bombardiers Hamden de la Royal Air Force avaient largué des générateurs de fumée le long de la côte pour aveugler les artilleurs allemands. Le croiseur HMS Kenya tirait des salves sur la batterie côtière, ses canons de 152 mm tonnant à travers le fjord. Les explosions éclairaient la côte norvégienne comme des éclairs. Churchill restait debout à la proue entièrement exposée au feu ennemi. Les autres commandos se tassaient derrière les flancs d'acier, mais leur commandant restait droit. Il avait ses cornemuses gonflées et prêtes. La côte était à 200 yards, puis 150, puis 100. À 08h48, le 27 décembre 1941, la rampe de la péniche de Churchill s'abattit sur la plage rocheuse de Moleuil. Avant que ses hommes ne puissent bouger, Churchill fit un pas dans l'eau glacée et commença à jouer la marche des hommes du clan Cameron. Le son des cornemuses traversa les explosions et les tirs comme une lame traversant un tissu. C'était le son le plus écossais du monde, et il venait d'une plage occupée par les nazis en Norvège. Les soldats allemands entendirent la musique et n'en crurent pas leurs oreilles. Ils avaient été entraînés à affronter des soldats britanniques armés de fusils et de grenades. Ils n'avaient pas été entraînés à affronter un fou qui jouait de la musique en marchant calmement vers leur canon. Churchill termina le morceau, posa ses cornemuses, prit une grenade à sa ceinture et la lança sur la position allemande la plus proche. Puis il dégaina son épée et chargea, en hurlant, à ses hommes de le suivre. Les commandos surgirent derrière lui, tirant avec leurs mitraillettes Thompson et leurs fusils Enfield. Les Allemands tentèrent de réagir, mais ils étaient désorganisés, confus, encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passait. L'assaut sur Moleuil dura moins de 10 minutes. Churchill mena ses hommes à travers les positions allemandes, de façon méthodique, nettoyant bunkers et emplacements de tir un par un. Les 4 canons côtiers furent détruits à l'explosif. La batterie anti-aérienne fut submergée et capturée. Le commandant allemand fut fait prisonnier avec 15 de ses hommes. Ceux qui résistèrent furent tués. Ceux qui se rendirent furent ligotés et envoyés vers la plage pour évacuation. Churchill était partout, toujours à l'avant, épée en main, donnant des ordres par cris et gestes. Un soldat allemand tenta de désarmer un commando nommé Peter Young. Young le tua d'une balle. Un autre Allemand grièvement blessé et hurlant de douleur reçut une mise à mort miséricordieuse d'une balle britannique. La guerre rapprochée était brutale, rapide. À 09h00,
Molleuil était sécurisé. Churchill reçut alors un message radio de la force principale. Attaquant la ville de South Vogeseuil, ils rencontraient une résistance féroce. Des renforts allemands étaient arrivés pendant la nuit et la garnison était plus nombreuse que prévu. Les combats de rue faisaient rage dans le centre-ville. Les pertes augmentaient. Churchill rassembla ses hommes encore valides et réquisitionna une péniche pour traverser le détroit jusqu'à South Vogeseuil. Il arriva dans le chaos. Des snipers allemands tiraient depuis les fenêtres et les toits. Des nids de mitrailleuses couvraient les rues principales. Les commandos britanniques étaient cloués au sol, incapables d'avancer. Le commandant de la force principale, le lieutenant-colonel John Durnford Slater, avait besoin des hommes de Churchill pour briser l'impasse. Churchill déploya ses commandos immédiatement. Il mena lui-même une attaque de contournement dans une rue latérale, épée dégainée, avançant d'un couvert à l'autre. Les Allemands reculèrent sous la pression, incapables de tenir leur position, face à des assaillants venant de plusieurs directions. La bataille pour South Vogeseuil dura jusqu'en milieu d'après-midi. Les commandos nettoyèrent la ville de manière méthodique, bâtiment par bâtiment, pièce par pièce. Ils détruisirent les usines d'huile de poisson avec des charges de démolition. Ils saisirent des documents allemands et des livres de code. Ils firent plus de 100 prisonniers, mais la victoire eut un prix. 17 commandos britanniques furent tués dans les combats. 53 furent blessés. Churchill sortit de la bataille sans la moindre égratignure. Son épée était tachée de sang. Ses cornemuses étaient intactes. Sa réputation était faite. Le raid sur Vogeseuil fut le premier grand succès commando de la guerre. Il prouva que de petites forces hautement entraînées pouvaient frapper profondément en territoire ennemi et infliger des dégâts considérables. Il prouva que des tactiques agressives et une guerre psychologique bien orchestrée pouvaient vaincre des positions fortifiées. Et il prouva que les méthodes médiévales de Jack Churchill n'étaient pas de la folie. Elles étaient efficaces. Le haut commandement allemand fut furieux du raid. Adolf Hitler, en personne, ordonna de renforcer les défenses côtières dans toute la Norvège. 30 000 soldats supplémentaires furent détournés des fronts russes et nord-africains pour servir de garnison sur la côte norvégienne. Un seul raid mené par 300 commandos avait immobilisé une armée entière. Les exploits de Churchill se répandirent dans toute l'armée britannique. L'officier qui jouait de la cornemuse au combat, le fou à l'épée large. Les journaux publièrent des articles sur lui. Les commandants demandèrent à la voir pour leurs opérations. Le War Office cessa de remettre en question ses choix d'équipement. À l'été 1943, Churchill fut promu commandant du numéro 2 Commando. Sa prochaine mission l'amènerait sur les plages de Sicile, dans les montagnes d'Italie, et vers la capture la plus audacieuse de prisonniers de toute la guerre. 42 Allemands allaient apprendre qu'il valait mieux se rendre à un homme portant une épée que mourir sur sa lame. L'invasion alliée de la Sicile commença le 9 juillet 1943. L'opération Husky fut le plus grand assaut amphibie de l'histoire jusqu'alors. 160 000 soldats britanniques, américains et canadiens débarquèrent sur la côte sud de l'île en 3 jours. L'objectif était de sortir l'Italie de la guerre et d'ouvrir un second front contre l'Allemagne nazie. Le numéro 2 Commando débarqua à Catania, sur la côte orientale de la Sicile, sous le commandement du lieutenant-colonel Jack Churchill. Il débarqua avec son arsenal complet. Claymore écossaise à la taille, longbow et flèches dans le dos, cornemuse sous le bras. Ces hommes ne questionnaient plus ses choix. Ils avaient vu ce qu'il avait fait à Vogeseuil.
Il lui faisait une confiance totale. Les combats en Sicile furent brutaux. Les Allemands avaient renforcé la garnison italienne avec des parachutistes d'élite et des divisions de panzer. Chaque village devenait une forteresse, chaque route une embuscade. Les Alliés avançaient lentement, subissant des pertes à chaque pas. Churchill mena ses commandos à travers les montagnes, contournant les points forts ennemis, frappant les lignes d'approvisionnement, recueillant des renseignements sur les positions allemandes. En septembre, la Sicile était tombée, et les Alliés se préparaient à envahir l'Italie continentale. Le plan prévoyait un débarquement à Salerne, au sud de Naples. Les renseignements suggéraient que les Allemands attendaient une attaque plus au nord, près de Rome. Les plages de Salerne seraient faiblement défendues. L'invasion serait simple. Les renseignements se trompaient. Le numéro 2 commando débarqua à Salerne le 9 septembre 1943. Ils rencontrèrent immédiatement une résistance acharnée. Les Allemands avaient anticipé l'invasion et renforcé la zone avec des panzers et de l'artillerie. La tête de pont fut prise sous un feu intense et en quelques heures. Les troupes américaines et britanniques étaient enclouées au sol, incapables d'avancer. Toute l'opération risquait de s'effondrer. Les commandos de Churchill reçurent l'ordre de défendre une route et un nœud ferroviaire essentiel dans la ville de Vietri-sul-Mare, dominant la moitié ouest de la baie de Salerne. Si les Allemands prenaient Vietri, ils pourraient pilonner les plages alliées. Le débarquement serait anéanti. Pendant 5 jours consécutifs, Churchill et ses hommes tinrent Vietri contre des contre-attaques allemandes répétées. Ils combattirent depuis les bâtiments, les fossés, les gravats. Ils repoussèrent attaques d'infanterie et reconnaissances blindées. Ils demandèrent des tirs navals sur les positions allemandes. Ils refusèrent de céder le moindre terrain, même lorsque les munitions manquaient et que les pertes augmentaient. Dans la nuit du 14 septembre, Churchill reçut de nouveaux ordres. Des forces allemandes avaient occupé les collines au-dessus de la ville de Molina, contrôlant un col stratégique menant aux plages de Salerne. Un poste d'observation installé sur ces hauteurs dirigeait le tir de l'artillerie allemande sur les positions alliées. Il devait être éliminé. Churchill étudia le terrain. Un assaut frontal serait suicidaire. Les Allemands avaient des mitrailleuses couvrant chaque approche. Les Allemands avaient réglé leurs mortiers sur toutes les routes évidentes. Toute force importante serait détectée et détruite avant d'atteindre l'objectif. Churchill décida d'une autre approche. Il prendrait un seul caporal et infiltrerait les positions allemandes de nuit. 2 hommes pouvaient se déplacer silencieusement, là où 200 ne le pouvaient pas. 2 hommes pouvaient capturer ce que 200 ne pourraient jamais prendre par la force. Churchill et le caporal quittèrent les lignes britanniques après minuit. Ils avancèrent dans l'obscurité en utilisant les accidents du terrain comme couverture. Ils évitèrent les sentinelles allemandes en rampant dans les fossés d'évacuation et le long de murs de pierre. La nuit était noire. Les Allemands ne s'attendaient pas à une attaque menée par 2 hommes armés d'une épée et d'un revolver. Ils atteignirent la première position allemande juste avant l'aube. Churchill aperçut la lueur de cigarettes dans l'obscurité. Des soldats allemands occupaient un poste de mortier détendu, ne s'attendant à rien. Churchill dégaina sa Claymore et s'approcha silencieusement. Il surgit de l'obscurité comme un fantôme venu d'un autre siècle. Les Allemands se rendirent immédiatement. Ils n'avaient jamais rien vu de tel un officier brandissant une arme médiévale avec un calme absolu. Churchill utilisa la dragonne de son revolver comme corde
pour mener son premier prisonnier jusqu'à la position suivante. Il répéta le processus. Chaque fois, il approchait en silence, se révélait brusquement et exigeait la reddition. Chaque fois, les Allemands obtempéraient. Ils étaient trop choqués pour résister. À l'aube, Churchill et son caporal avaient capturé 42 soldats allemands et un équipage de mortiers complet. Ils reconduisirent leurs prisonniers le long du chemin jusqu'aux lignes britanniques. Les Allemands blessés furent placés sur des charrettes et poussés par leurs camarades prisonniers. Churchill décrira plus tard la scène comme une image sortie des guerres napoléoniennes. Il reçut la ordre du service distingué pour l'action de Molina. La citation louait son courage, son initiative et son leadership. Elle ne mentionnait pas qu'il avait réalisé toute la capture avec une épée. Certaines choses étaient trop inhabituelles, même pour les archives militaires officielles. La tête de pont de Salerne fut sécurisée le 20 septembre. Les Alliés commencèrent leur longue remontée de la péninsule italienne vers Rome. Churchill et ses commandos continuèrent à opérer en avant des forces principales, raidant des positions allemandes, capturant des prisonniers, sabotant les communications ennemies. Sa réputation dépassait désormais les frontières de l'armée britannique. Les soldats allemands racontèrent des histoires sur l'officier britannique, à l'épée et aux cornemuses. Ils l'appelaient un fou, un berserker, un vestige d'un âge révolu de la guerre. Certains refusèrent de croire qu'il existait réellement. D'autres espéraient ne jamais le croiser au combat. Au printemps 1944, la guerre en Italie s'était transformée en impasse sanglante. Les Allemands tenaient les hauteurs de la ligne Gustave. Les Alliés avaient besoin d'ouvrir de nouveaux fronts pour étirer les ressources allemandes. Churchill reçut l'ordre de transférer le numéro 2 commando en Yougoslavie. Il devait soutenir les partisans contre les forces d'occupation allemandes. La mission serait dangereuse. Le terrain serait brutal et les Allemands attendraient le fou à l'épée. Les Allemands, en Yougoslavie, avaient entendu parler de Jack Churchill bien avant son arrivée. Des rapports de renseignement circulaient dans les quartiers généraux de la Wehrmacht, décrivant l'officier britannique portant une épée et jouant de la cornemuse en combat. Certains officiers rejetèrent ces rapports comme de la propagande. D'autres les prirent au sérieux. Tous sous-estimaient ce dont Churchill était réellement capable. Au printemps 1944, la Yougoslavie était devenue l'un des théâtres les plus brutaux de la guerre. Les forces allemandes contrôlèrent les villes et les grandes routes, mais les partisans communistes de Josip Broz Tito dominaient les montagnes et les forêts. Les combats étaient sauvages. On capturait rarement des prisonniers, quel que soit le camp. Des villages entiers étaient détruits en représailles. Les Allemands avaient déployé plus d'un demi-million de soldats en Yougoslavie, et pourtant, ils continuaient de perdre du terrain. Le gouvernement britannique décida de soutenir les partisans de Tito avec des armes, des fournitures et des conseillers militaires. Les commandos devaient apporter un soutien direct aux opérations partisanes. Churchill et le numéro 2 commando furent transférés sur l'île adriatique de Vis en avril 1944. De là, ils lanceraient des raids contre les positions allemandes le long de la côte d'Almat. Churchill se lança dans cette nouvelle mission avec son enthousiasme habituel. Il étudia le terrain, apprit les tactiques partisanes et planifia des opérations contre les lignes d'approvisionnement allemandes. Les partisans furent impressionnés par son agressivité et sa volonté de se battre à leur côté. Les Allemands allèrent bientôt apprendre que le fou à l'épée venait d'arriver dans leur secteur. Les premiers raids furent un succès. Churchill mena des attaques contre des postes avancés allemands,
détruisant du matériel et capturant des prisonniers. Il se déplaçait dans les montagnes avec son épée et ses cornemuses, inspirant les partisans par son absence totale de peur. Les Allemands réagirent en renforçant leur garnison et en augmentant les patrouilles. Ils savaient que quelque chose avait changé. Les raids étaient plus coordonnés, plus agressifs, plus efficaces. En mai 1944, Churchill reçut l'ordre de capturer l'île de Brač, tenue par les Allemands. L'île contrôlait les routes maritimes le long de la côte d'Almat. Une garnison allemande de plusieurs centaines d'hommes tenait des positions fortifiées dominant les plages. Prendre Brač nécessiterait un assaut majeur. Churchill rassembla sa force, 43 commandos du numéro 43 commando, une troupe du numéro 40 commando, environ 1500 partisans yougoslaves. C'était une force composite avec des capacités inégales. Les commandos britanniques étaient des professionnels hautement entraînés. Les partisans étaient courageux, mais mal équipés et faiblement disciplinés. Les coordonner dans un assaut amphibie complexe serait difficile. Le débarquement sur Brač ne rencontra aucune opposition. Les Allemands s'étaient retirés des plages pour préparer des positions défensives dans les collines. Churchill débarqua avec ses hommes dans la nuit du 2 mai 1944. Les partisans étaient censés avancer immédiatement vers les positions allemandes. Au lieu de cela, ils hésitèrent. Les commandants partisans virent la force des fortifications allemandes et décidèrent d'attendre le matin. Churchill entra dans une colère noire. Le retard donnait aux Allemands du temps pour se renforcer, se préparer à appeler du soutien. Mais il ne pouvait pas forcer les partisans à attaquer. Il dut attendre avec eux toute la longue nuit, sachant que l'effet de surprise était perdu. L'assaut commença le lendemain matin. Le numéro 43 commando lança une attaque de flanc sur les positions allemandes, tandis que Churchill menait des éléments du numéro 40 commando dans une attaque frontale. Les partisans restèrent sur la zone de débarquement, fournissant aucun soutien. Churchill et ses commandos étaient livrés à eux-mêmes. Les Allemands étaient prêts. Les tirs de mitrailleuses balayèrent les approches des positions sur la colline. Des obus de mortier explosèrent parmi les commandos qui avançaient. Churchill continua malgré tout, jouant de la cornemuse épée à ses côtés, exhortant ses hommes à monter la pente. L'attaque s'enlisa. Des hommes tombaient. Les munitions diminuaient. Un groupe de mortiers allemands avait réglé son tir sur la position de Churchill. Ils tirèrent une salve directement sur le groupe de commandos rassemblés autour de leur commandant. Les explosions tuèrent ou blessèrent tous les hommes, sauf Churchill lui-même. Il survécut seulement parce qu'il se tenait légèrement à l'écart du groupe, jouant de la cornemuse pour encourager l'attaque. Churchill se retrouva seul sur une colline, en territoire ennemi. Ses hommes étaient morts ou mourant autour de lui. Les Allemands avançaient vers sa position. Les munitions étaient épuisées. La fuite était impossible. Churchill fit ce que tout officier de son caractère aurait fait. Il s'assit sur un rocher, ramassa ses cornemuses et commença à jouer « Ne reviendras-tu donc pas ?» C'était une lamentation écossaise, une chanson d'adieu, un dernier acte de défi face à un ennemi qu'il avait enfin rattrapé. Les Allemands approchèrent avec prudence. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient un officier britannique, entouré des corps de ses hommes, jouant de la musique, tandis qu'ils le mettaient en joue. Ils ne tirèrent pas. Ils étaient trop déconcertés, trop curieux, peut-être trop respectueux d'un homme affrontant la mort avec une telle sérénité. Une grenade allemande explosa près de Churchill, le mettant hors de combat. Lorsqu'il reprit conscience, il était prisonnier.
Les Allemands transportèrent Churchill à Berlin pour interrogatoire. Ils étaient convaincus qu'un homme nommé Churchill devait être parent du Premier ministre britannique. Ils le firent voler vers la capitale, sous forte escorte, espérant obtenir des renseignements précieux. Ils furent déçus. Jack Churchill n'avait aucun lien avec Winston Churchill. Il n'avait accès à aucun secret stratégique. Il était simplement un officier qui aimait les épées et les cornemuses. Les Allemands l'envoyèrent au camp de concentration de Sachsenhausen, au nord de Berlin. C'était un camp spécial pour prisonniers de haut rang, hommes politiques dirigeants de la résistance et supposés proches de personnalités importantes. Churchill fut placé parmi des hommes qui avaient comploté contre Hitler, des hommes qui avaient défié le régime nazi, des hommes qui s'attendaient à être exécutés d'un jour à l'autre. Pour la plupart des prisonniers, Sachsenhausen était la fin. Pour Jack Churchill, ce n'était qu'un inconvénient. Dans 4 mois, il s'évaderait. Dans 8 mois, il se battrait à nouveau. Les Allemands avaient capturé le fou à l'épée, mais ils ne l'avaient pas brisé. Le camp de Sachsenhausen n'était pas conçu pour des hommes comme Jack Churchill. Il abritait des prisonniers politiques, des résistants et des ennemis déclarés de l'État nazi. La plupart passèrent leur journée en travaux forcés, mourant lentement de faim, dans des conditions brutales. Beaucoup n'en sortaient jamais vivants. Les gardes SS s'attendaient à l'obéissance, au désespoir et à une mort inévitable. Churchill ne leur donna rien de tout cela. Il fut placé dans un compound spécial, appelé Zellenbo A, réservé aux prisonniers susceptibles d'avoir de la valeur, comme otages ou monnaie d'échange. Ses compagnons d'infortune étaient des diplomates, des politiciens, des officiers militaires et des proches supposés de dirigeants alliés. Parmi eux se trouvaient 3 officiers de la Royal Air Force qui avaient participé à la grande évasion du Stalag Luft III en mars 1944. 50 de leurs camarades avaient été exécutés par la Gestapo après l'évasion. Ces 3-là n'avaient survécu que parce qu'ils étaient considérés comme potentiellement utiles. Churchill commença immédiatement à planifier sa propre évasion. Il étudia la disposition du camp, les rotations des gardes, les lignes de clôture, les positions des miradors. Il identifia des faiblesses dans le périmètre. Il recruta des alliés parmi les prisonniers. Quelques semaines après son arrivée, il avait déjà un plan. Les prisonniers du Zellenbo A avaient accès à un petit jardin près de la clôture périphérique. Churchill et ses complices commencèrent à creuser un tunnel depuis un fossé d'écoulement dans le jardin. Ils travaillaient la nuit dissimulant la terre sous des tas de compost. Ils utilisèrent des cuillères, des morceaux de métal et leurs mains nues pour creuser. Le tunnel atteignit 110 mètres passant sous la clôture et débouchant dans un bois au-delà du camp. Le 23 septembre 1944, Churchill et 4 officiers britanniques rampèrent dans le tunnel vers la liberté. Ils émergèrent dans l'obscurité au-delà de Sachsenhausen et se dispersèrent dans la campagne allemande. Churchill se regroupa avec le commandant d'aviation, Bertram James, l'un des survivants de la grande évasion. Leur plan était de marcher vers le nord, jusqu'à la côte baltique, environ 200 kilomètres, et de trouver un bateau pour la Suède neutre. Pendant 2 semaines, Churchill et James traversèrent l'Allemagne nazie à pied. Ils voyagèrent la nuit et se cachèrent le jour. Ils volaient des légumes dans les champs et buvaient dans les ruisseaux. Ils évitaient routes, villages et tout endroit où 2 hommes en haillons auraient attiré l'attention. Le froid arrivait. Leurs vêtements étaient insuffisants. Ils n'avaient ni carte, ni boussole, ni provisions, autre que ce qu'ils pouvaient voler. Ils parvinrent à quelques kilomètres de la côte baltique,
lorsque leur chance tourna. Une patrouille allemande les repéra près de la ville de Rostock et exigea leurs papiers. Churchill et James n'en avaient pas. Ils furent arrêtés, interrogés, puis identifiés comme des évadés de Sachsenhausen. Les Allemands les renvoyèrent en captivité, mais pas à Sachsenhausen. Churchill fut transféré dans un camp en Autriche, au cœur des Alpes, loin de toute ligne alliée. La guerre tournait clairement en défaveur de l'Allemagne, fin 1944. Les Soviétiques avançaient depuis l'Est. Les Alliés progressaient à travers la France vers le Rhin. Mais pour un prisonnier dans un camp montagnard, autrichien, la libération semblait désespérément lointaine. Churchill passa l'hiver 1944-45 en captivité. Il observa l'effondrement de l'Allemagne autour de lui. Les bombardiers alliés survolèrent la région chaque jour. Des nouvelles parvenaient concernant l'avance soviétique, la chute imminente de Berlin, les ordres de plus en plus désespérés d'Hitler. Les gardes devinrent nerveux, incertains, conscients qu'ils pourraient bientôt répondre de leurs crimes. À la fin d'avril 1945, Churchill et environ 140 autres prisonniers de haut rang furent transférés d'Autriche vers la région du Tyrol, en Italie. Les SS prévoyaient de les utiliser comme otages, comme monnaie d'échange, dans des négociations avec les Alliés. Les prisonniers furent forcés de marcher à travers les montagnes, sous forte garde, sans savoir s'ils seraient libérés ou exécutés. La fin arriva de manière inattendue. Une délégation de prisonniers s'adressa à des officiers de la Wehrmacht, exprimant leur crainte d'être assassinés par les SS. Les officiers écoutèrent. Une unité de l'armée allemande, commandée par le capitaine Wichard von Alvensleben, intervint pour protéger les prisonniers. Les soldats de la Wehrmacht étaient plus nombreux que les gardes SS. Après un affrontement tendu, les SS se retirèrent. Les prisonniers furent abandonnés dans un petit village italien, libre mais isolé, en territoire ennemi. La plupart des prisonniers libérés attendirent l'arrivée des forces alliées. Jack Churchill n'attendit pas. Il avait été prisonnier près d'1 an. Il s'était évadé une fois, avait été repris, avait survécu. Il n'allait pas rester dans un village alors qu'il restait encore une guerre à mener. Churchill se mit en marche vers le sud dans la direction des lignes alliées. Il parcourut 150 kilomètres à pied, à travers les Alpes italiennes, franchissant des cols et évitant les soldats allemands égarés. Sa cheville était blessée. Il n'avait ni nourriture, ni armes, ni papiers. Il marcha quand même. Au bout de 8 jours, il atteignit la ville de Vérone et tomba sur une unité américaine de reconnaissance blindée. Les Américains ne savaient en que penser de cet officier britannique, en haillons sorti des montagnes, prétendant être un lieutenant-colonel commando. Churchill n'avait aucun document, aucun insigne, aucune preuve d'identité. Il les convainquit par sa seule force de caractère, par l'autorité naturelle de sa voix et par ses histoires d'épées de cornemuse et de prisonniers allemands capturés au couteau. Les Américains le renvoyèrent en Grande-Bretagne par les canaux militaires. Churchill arriva chez lui en mai 1945, juste au moment où la guerre en Europe prenait fin. L'Allemagne avait capitulé. Les camps de concentration étaient libérés. Les combats en Europe étaient terminés. Mais la guerre n'était pas finie. Le Japon se battait encore dans le Pacifique. Des milliers de soldats britanniques mouraient toujours, en Birmanie, en Malaisie et dans les îles d'Asie du Sud-Est. Churchill demanda immédiatement son transfert pour l'Extrême-Orient. Il voulait combattre les Japonais. Il voulait porter son épée dans une dernière bataille, jouer de la cornemuse sur une dernière plage, prouver encore une fois que les anciennes manières de faire la guerre avaient leur place dans l'ère moderne. Le War Office approuva sa demande.
à l'été 1945, Jack Churchill était à bord d'un navire en route vers la Birmanie, vers le Japon, vers ce qu'il pensait être le dernier chapitre de sa guerre. Il ne pouvait pas savoir que 2 bombes atomiques allaient tout changer. Jack Churchill se trouvait quelque part au-dessus de l'Inde lorsque la bombe atomique tomba sur Hiroshima. Nous étions le 6 août 1945. Un seul bombardier américain, B-29, avait largué une arme qui tua 80 000 personnes instantanément. 3 jours plus tard, une deuxième bombe détruisit Nagasaki. Le 15 août, le Japon annonça sa reddition. La Seconde Guerre mondiale était terminée. Churchill accueillit la nouvelle avec une amère déception. Il avait passé des mois à se préparer pour l'invasion du Japon. Il avait étudié les tactiques japonaises, leurs fortifications, leur esprit combatif. Il avait prévu de mener des commandos sur les plages japonaises avec son épée et ses cornemuses, comme il l'avait fait en Norvège, en Sicile et en Yougoslavie. Il n'y aurait donc pas d'invasion, pas de bataille finale, pas d'occasion de se mesurer une dernière fois à l'ennemi. Sa réaction devint légendaire parmi ceux qui avaient servi avec lui. Il aurait déclaré que sans les bombes atomiques américaines, la guerre aurait pu continuer encore 10 ans. C'était une plaisanterie noire, mais elle révélait une vérité profonde sur le caractère de Churchill. C'était un homme qui s'épanouissait dans le combat, qui trouvait un sens dans le chaos de la guerre, qui se sentait le plus vivant lorsque la mort était toute proche. La paix lui était étrangère. L'armée britannique ne savait pas quoi faire de Jack Churchill après la fin de la guerre. Il était trop agressif pour le service de garnison en temps de paix, trop excentrique pour les postes d'état-major trop célèbres pour être ignorés. Son dossier militaire était extraordinaire. Distinguished Service Order avec Barrett, Military Cross avec Barrett. Plusieurs citations à l'ordre du jour. Il avait combattu en France, en Norvège, en Sicile, en Italie et en Yougoslavie. Il s'était évadé d'un camp de concentration. Il avait capturé 42 prisonniers avec une épée. Le War Office l'affecta à des tâches administratives en Birmanie pour superviser la transition de la guerre vers la paix. Churchill trouva le travail fastidieux. Il n'avait aucune patience pour le papier, aucun intérêt pour la bureaucratie, aucun talent pour les compromis diplomatiques exigés par la paix. Il demanda des mutations dans des unités actives. Il se porta volontaire pour des missions dangereuses. Il chercha n'importe quelle occasion de revenir au type de vie militaire qu'il comprenait. En 1946, l'Empire britannique s'effondrait. L'Inde réclamait son indépendance. La Palestine sombrait dans le chaos. Les territoires coloniaux d'Afrique et d'Asie étaient secoués par des mouvements nationalistes. Le monde que Churchill avait combattu pour défendre se transformait en quelque chose d'inconnaissable. Churchill fut transféré en Palestine en 1947 comme commandant en second du 1er bataillon du Highland Light Infantry. La situation était explosive. Des réfugiés juifs ayant survécu à l'Holocauste affluaient dans le territoire, réclamant une patrie. Les Arabes palestiniens résistaient à ce qu'ils considéraient comme une invasion. Les soldats britanniques se retrouvaient piégés entre les deux, tentant de maintenir l'ordre, tandis que chacun des camps les attaquait. La violence escalada tout au long de 1947 et jusqu'en 1948. Des groupes militants juifs bombardaient des installations britanniques. Des combattants arabes attaquaient les convois juifs. Les Britanniques annoncèrent leur retrait de Palestine pour mai 1948, laissant les deux camps se battre. Tout le monde savait qu'une guerre totale allait éclater. Le 13 avril 1948, un convoi de personnel médical juif fut attaqué sur la route de l'hôpital Hadassah, sur le mont Scopus, à Jérusalem.
Le convoi transportait médecins, infirmières, étudiants et patients. Des combattants arabes l'attaquèrent avec des fusils et des cocktails Molotov. Les forces britanniques dans la zone n'intervinrent pas efficacement. 67 personnes furent tuées dans ce qui devint le massacre du convoi Hadassa. Churchill n'était pas sur place, mais joua un rôle crucial après l'attaque. Le personnel médical juif survivant était désormais piégé sur le mont Scopus, entouré de territoires hostiles. Il ne pouvait ni partir, ni recevoir de ravitaillement. Ils risquaient une mort lente ou violente. Churchill organisa l'évacuation. Il coordonna des unités britanniques, des autorités juives et des dirigeants arabes pour obtenir un passage sûr. Il supervisa lui-même l'opération, se déplaçant dans des zones contestées avec le même calme autoritaire qu'il avait montré sur les champs de bataille d'Europe. 700 médecins, étudiants et patients juifs furent évacués du mont Scopus sous sa protection. Lorsqu'on lui demanda plus tard comment il avait géré ces négociations dangereuses, Churchill donna une explication typiquement simple. Les gens sont moins enclins à vous tirer dessus si vous leur souriez. C'était la même psychologie qu'il avait appliquée toute sa carrière, confiance, maîtrise de soi et refus absolu de montrer la peur. Churchill quitta la Palestine peu avant le départ britannique de mai 1948. L'État d'Israël fut déclaré. La guerre israélo-arabe commença. La violence qu'il avait observée n'était que le début d'un conflit qui durerait des décennies. Il retourna en Grande-Bretagne sa carrière militaire, touchant lentement à sa fin. Il avait 41 ans. Il avait combattu dans la plus grande guerre de l'histoire humaine. Il avait survécu aux blessures, à la capture et aux camps de concentration. Il avait reçu des décorations dont la plupart des soldats ne pouvaient que rêver, et pourtant, il n'avait aucune idée de ce qu'il ferait du reste de sa vie. L'armée britannique lui proposa des postes d'instruction, des affectations à l'état-major des rôles administratifs. Churchill les accepta sans enthousiasme. Il se qualifia comme parachutiste dans la quarantaine, sautant d'avion, simplement pour retrouver l'adrénaline. Il forma de nouvelles générations de soldats aux tactiques de commando, transmettant les compétences qu'il avait apprises en Écosse et appliquées à travers l'Europe. Mais le service militaire en temps de paix ne pourrait jamais égaler l'intensité de la guerre. Churchill avait besoin d'autre chose, un nouveau défi, une nouvelle manière de se sentir vivant. Il le trouva dans l'endroit le plus improbable qui soit. L'homme qui avait combattu avec des épées et des arcs longs, qui avait pris d'assaut des plages au son des cornemuses, qui s'était évadé de camps de concentration nazis, allait découvrir une nouvelle passion. Il allait devenir l'un des premiers surfeurs de l'histoire britannique. Le 21 juillet 1955, un officier britannique de 48 ans se tenait sur les berges de la rivière Severn dans le Gloucestershire. Il tenait une planche de surf fabriquée maison et scrutait l'eau à la recherche du mascaret, cette vague qui remonte la rivière depuis le canal de Bristol 2 fois par jour. Les pêcheurs du coin le prenaient pour un fou. Il connaissait le mascaret depuis des générations, mais personne n'avait jamais essayé de le chevaucher. Jack Churchill s'avança dans l'eau trouble et attendit. La vague apparut comme une fine ligne blanche à l'horizon, montant la rivière, à contre-courant. Elle n'était pas grande, selon les standards de l'océan, peut-être 5 mètres à son sommet, mais c'était une vague, et Churchill était déterminé à la surfer. Il la prit et la remonta sur plus d'1 mile, devenant l'une des premières personnes en Grande-Bretagne à surfer une vague fluviale. C'était exactement le genre d'activité absurde, inutile et légèrement dangereuse qui avait défini toute sa vie. Il ne se contentait jamais de regarder une vague passer. Il devait être dessus,
la sentir sous lui, la maîtriser comme il avait maîtrisé le longbow, la claymore et les cornemuses. Churchill prit sa retraite de l'armée britannique en 1959, avec le grade de lieutenant-colonel. Il avait servi plus de 30 ans, combattu dans une guerre mondiale et plusieurs conflits secondaires, reçu des décorations de plusieurs nations et survécu à des expériences qui auraient tué la plupart des hommes 10 fois. Il avait 52 ans et était enfin en paix avec la vie civile. Sa retraite fut aussi excentrique que sa carrière militaire. Il développa une passion pour les bateaux radiocommandés, construisant des navires de guerre miniatures et les faisant voguer sur les étangs près de chez lui. Il restaura d'anciens bateaux à vapeur qu'il pilotait le long de la Tamise entre Richmond et Oxford. Il continua à jouer de la cornemuse lors de cérémonies commémoratives et de rassemblements régimentaires, un lien vivant avec les traditions des commandos qu'il avait contribué à créer. Son trajet quotidien devint légendaire parmi les autres voyageurs du train. Chaque soir, Churchill prenait le train depuis Londres et en passant près de son quartier, il ouvrait la fenêtre et lançait sa mallette sur les rails. Les passagers horrifiés pensaient qu'il avait perdu l'esprit. En réalité, Churchill avait calculé l'endroit exact où son jardin longeait la voie ferrée. La mallette atterrissait dans son jardin à chaque fois, lui évitant ainsi d'avoir à la porter depuis la gare. Quand on l'interrogeait sur ses exploits, pendant la guerre, Churchill se montrait modeste. Il ne se vantait pas des Allemands qu'il avait tués, ni des prisonniers qu'il avait capturés. Il n'exagérait pas son rôle dans les opérations, ni ne s'attribuait des victoires qui revenaient à d'autres. Il se contentait de dire la vérité, une vérité suffisamment extraordinaire pour n'avoir besoin d'aucun embellissement. Son fils Malcolm se souvient plus tard que son père parlait volontiers de la guerre, avec quiconque le lui demandait, surtout autour d'un verre de vin le soir, mais qu'il ne recherchait jamais l'attention pour ses actes. Les années passèrent. Churchill observa le monde changer autour de lui. L'Empire britannique se dissout. La guerre froide divisa l'Europe. De nouvelles technologies transformèrent la guerre, au point de la rendre méconnaissable. Les missiles guidés remplacèrent l'artillerie. Les avions à réaction remplacèrent les appareils à hélice. Les armes nucléaires rendirent le combat conventionnel presque désuet. Le type de guerre que Churchill avait mené avec des épées et des cornemuses et un courage personnel farouche devint une curiosité historique. Churchill mourut le 8 mars 1996, à l'âge de 89 ans. Il avait survécu à la plupart de ses camarades commandos, à la plupart de ses compagnons prisonniers de Sachsenhausen, à la plupart des hommes qu'il avait menés au combat à travers l'Europe. Il mourut paisiblement à Surrey en Angleterre, entouré de sa famille, une vie entière séparée des plages glacées de Norvège et des collines embrasées de Yougoslavie. Les nécrologies eurent du mal à résumer sa vie. Un journal britannique écrivit que si Churchill n'avait pas existé, il aurait été impossible de l'inventer. Aucun héros de fiction, doté d'un tel récit, n'aurait semblé crédible. Un homme qui avait tué des ennemis à l'arc long, à l'ère des chars. Un homme qui avait capturé des prisonniers à l'épée à l'ère des mitrailleuses. Un homme qui jouait de la cornemuse sous le feu des mortiers. Un homme qui s'était évadé d'un camp de concentration nazi et avait marché sans km vers la liberté. Un homme qui surfait sur des vagues de rivières et jetait des mallettes depuis des trains et refusait d'accepter que le monde moderne n'avait plus de place pour les guerriers médiévaux. Jack Churchill n'était pas le soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Il n'était pas le commandant le plus brillant, ni le tacticien le plus redoutable.
Il n'avait remporté aucune bataille décisive, ni changé le cours de l'histoire par un génie stratégique. Ce qu'il avait accompli était plus simple, et peut-être plus important. Il prouva que le courage individuel comptait encore. Il prouva qu'une pensée non conventionnelle pouvait surmonter une puissance de feu supérieure. Il prouva qu'un seul homme, doté d'une détermination suffisante, pouvait accomplir ce que des armées entières ne pouvaient pas. Son héritage survit dans les commandos, qu'il contribua à créer dans les forces d'opération spéciales, qui tirent leur lignée de ces terrains d'entraînement écossais, dans chaque soldat à qui l'on a un jour dit qu'une mission était impossible et qui refusa de le croire. Si cette histoire vous a touché, autant qu'elle nous a touchés, faites-nous une faveur, cliquez sur « J'aime ». Chaque « J'aime » indique à YouTube de montrer cette histoire à davantage de personnes. Abonnez-vous, activez les notifications. Nous sauvons chaque jour des récits oubliés, des archives poussiéreuses des officiers qui capturaient des prisonniers à l'épée des soldats qui jouaient de la cornemuse sous le feu des mortiers, des hommes qui s'évadaient de camps de concentration et traversèrent des montagnes pour reprendre les armes. De vraies personnes, un véritable héroïsme. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d'Australie, d'Allemagne, de Norvège. Notre communauté s'étend dans le monde entier. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous contribuez à garder ces mémoires vivantes. Dites-nous où vous êtes. Dites-nous si un membre de votre famille a servi. Dites-nous si vous aviez déjà entendu parler de Mad Jack Churchill. Dites simplement que vous êtes là. Merci d'avoir regardé et merci d'aider à empêcher Jack Churchill de sombrer dans le silence. Cet homme méritait d'être remembered et c'est grâce à vous qu'il l'est.